On ne doute pas que quand t'es du côté de la bourgeoisie, c'est super facile d'avoir plein d'argent. Mais oui, c'est plus simple. Putain, pourquoi je suis pas de droite? Je me baignerais dans des piscines de billets, là, à l'heure actuelle. Si je mettais l'énergie que je mets à défendre les réactionnaires, à défendre les bourgeois, à défendre voilà, l'ordre social tel qu'il est, puis je me mettrais trop bien. Je serais invité à des meilleurs endroits qu'ici. Bah oui. Mais qu'est-ce que t'attends? Ouais. Regardez, voilà. Y a rien, même pas un catering, du champagne, rien. Pas de coke, rien. Se fait chier ici. Ils sont là, ouais, si tu veux, on fume un spliff après. Ouais, bah... Eh ben, bravo la gauche. On est fâché à Radisson. Salut Jules, merci beaucoup pour le temps que tu vas nous accorder. On avait un petit exercice de présentation à te proposer pour commencer cette interview. On va te proposer une liste de mots et tu vas nous dire si tu te définis en tant que tel et si tu peux un peu définir En le tant que terme. tel. Ouais. Est-ce que tu es un journaliste? De fait, ça m'arrive de faire du travail journalistique. Je sais plus quel chien de garde avait répondu ça dans je sais plus quel docu, pareil. Il m'arrive de faire un travail journalistique et c'était un journaliste professionnel. Et c'était rigolo. Mais moi, je suis pas journaliste, j'ai pas une étiquette journaliste professionnel. Par contre, il m'arrive de faire du travail journalistique. Et alors, qu'est-ce qui différencierait un journaliste professionnel d'un journaliste comme toi tu te définirais en tant que journaliste? Bon, par exemple, pour la carte de presse, ce qui définit un journaliste, c'est ses revenus et ce qui tire ses revenus du journalisme ou d'une entreprise de presse qui l'emploierait comme tel. Parce que bon, voilà, tu peux devenir journaliste sans faire une école de journalisme, évidemment. Juste derrière, faut trouver un boulot de journaliste. Faut montrer ensuite à la commission que tu fais un boulot de journaliste. Donc, qu'est-ce qui définit un travail journalistique? C'était ça la question? Après, il y a quand même un certain nombre de méthodes, de principes auxquels moi j'essaie de me plier, mais pas nécessairement vu que mon exercice est un peu plus large. Mais les méthodes, les principes, c'est croiser les sources, essayer de les donner d'ailleurs, justifier ce qu'on dit, produire des faits, soit de manière primaire en allant les chercher, soit donc des interviews, des machins, du travail de terrain, soit en recoupant, en faisant un travail de secondaire, même d'analyse de plusieurs sources, machin. Mais je sais pas ce que c'est qu'un travail journaliste. Enfin, si, je vois à peu près, mais il y a certaines règles, mais après, ça dépend de comment tu le fais, quoi. C'est très brouillon comme réponse. C'est le début, je me chauffe, tu vois. Ouais, pas de souci. Est-ce que t'es un éditorialiste? Alors, j'éditorialise, donc je fais un travail d'éditorialiste. J'éditorialise, oui, mais je fais plus qu'un travail d'éditorialiste parce que vraiment l'édito, vous voyez, quoique non, si, oui, j'éditorialise. C'est-à-dire essayer de prendre des faits, justement, des faits qui ont été produits, qui ont été sourcés par d'autres journalistes, d'essayer de leur donner un sens, de les ordonner, de les compiler, de les ordonner, de leur donner, voilà, un sens. Donc en ce sens-là, oui, je pense qu'à chaque épisode d'Ouvrez les guillemets, il y a l'idée d'utiliser l'actualité pour produire un sens. Ouais. Est-ce que t'es un influenceur politique? Je pense que de fait, oui aussi. Donc c'est influenceur dans le sens le plus vulgaire du terme, quoi. C'est-à-dire j'ai une communauté, il y a des gens qui parfois voilà, regardent par habitude et puis ça va forger un peu leur avis sur ceci ou cela, étayer un peu leur avis ou au contraire bousculer un peu leur avis si possible, ça peut être bien aussi. Et il y en a qui acceptent d'ailleurs de se faire bousculer volontairement, hein. Donc de se faire influencer. Tu sais, je suis pas sur ceux qui disent ouais, influenceur, c'est un mauvais mot parce qu'en vrai on n'a pas d'influence, notre public il est libre. Oui, il est libre, mais si tu veux, mais il a choisi de venir écouter ce point de vue-là. Et donc, c'est qu'il espère en retirer quelque chose. Donc, du coup, pas de se faire, oui, de se faire influencer, ouais. Est-ce que t'es un vulgarisateur? J'essaye, je pense que oui. Alors peut-être plus pour à l'époque de mes chers contemporains où là je parlais peut-être plus de sciences sociales et où je vulgarisais peut-être un peu plus la famille de pensée à laquelle j'appartiens et les grands principes, voilà, les quelques auteurs, voilà. Mais après je pense que quand je rencontre des gens qui regardent ce qu'on fait, souvent ils disent, enfin souvent ils suivent beaucoup moins l'actualité que nous. Voilà. Nous, notre boulot, c'est de suivre l'actualité toutes les semaines, tous les jours,
chaque jour que Dieu fait, moi je sais ce qui s'est passé, que ce soit parce que j'ai fait ma revue de presse le matin, tranquillou, voilà, et je suis surinformé, si tu veux. Donc du coup, je fais un travail de vulgarisation de l'actualité, en disant et en compilant justement plusieurs sources audiovisuelles, parce que je fais de l'audiovisuel, donc j'utilise beaucoup l'audiovisuel, mais des fois j'utilise des articles de presse. Alors, quelles sont tes sources d'information privilégiées? Privilégié, j'aime beaucoup le journal de France Q le matin, la matinale de France Q. Je pense que tous les jours, en période normale, là c'est les grandes vacances, donc la matinale de France Q a pas repris son rythme régulier, mais la matinale de France Q c'est super, en plus il y a un invité et tout, ça peut m'arriver vraiment le matin d'y consacrer 2 heures à me réveiller avec un café, la matinale de France Q, et voilà, consultation un peu mécanique des réseaux sociaux, Twitter, beaucoup, grosse source d'information, parce que tu peux compiler comme un flux RSS, quoi. Tu compiles les différents sites de presse que tu peux suivre. Après, moi, je suis abonné à titre perso, bah évidemment à Mediapart, je suis abonné au Monde, Arrêt sur Image, je lis le Monde Diplo, je lis le Canard enchaîné toutes les semaines. Je lis beaucoup Libé aussi, c'est vrai. Et ça peut m'arriver, voilà, d'acheter d'autres journaux pour changer, Le Monde, l'Huma, même La Croix, ça m'arrive. Donc moi, je suis très, T'essaies de varier les sources. je varie. J'aime bien regarder le journal d'Arte aussi. C'est pas pour dire oui, moi je regarde le journal d'Arte, mais c'est que en gros, c'est du niveau du journal de France Q au niveau ouverture sur l'international, sauf qu'en plus t'as des images. Et bon, mais c'est très tourné international. Mais tant mieux, parce que ça permet de varier, parce que quand tu regardes franchement un journal des grandes chaînes, ou même tu regardes les chaînes d'infos en continu, c'est au contraire beaucoup trop replié sur le national pour te donner une quelconque vue d'ensemble. Donc voilà le genre de sources que je vais croiser, elles sont... j'écoute France Info aussi, sinon, voilà. Là j'ai dû écouter le Flash avant de venir. Est-ce que ouvrez les guillemets, c'est un média de masse ou c'est une niche? Ah oui, vraie question, vraie question. C'est une niche de masse? Non, c'est un média de niche qui essaie d'aller un peu plus large. Et quel public t'essayes de viser avec ouvrez les guillemets? Ceux qui s'intéressent à l'actualité et qui ont envie d'avoir une vision un peu critique de l'actualité, c'est-à-dire, mais, et qui ont peut-être pas nécessairement, tu vois, parce que moi je m'informe comme ça en regardant le Monde Diplo, enfin, tu vois, en regardant les articles de Mediapart qui m'intéressent, etc. Mais tout le monde n'a pas nécessairement le temps de faire ça. Donc moi, c'est là où on rejoint le truc vulgarisation. Ceux à qui je m'adresse, c'est celles et ceux qui ont pas le temps nécessairement de faire tout ça, mais ont quand même envie d'avoir ce petit regard décalé, mais décalé, pas moi, c'est pas moi qui suis décalé, si tu veux, c'est voilà, le Monde Diplo ou tout ça, c'est des regards un peu en biais par rapport à la manière bourgeoise de traiter l'actualité avec son ordre de priorité, voilà. Donc nous, on a un autre regard critique, et j'essaie de vulgariser celui-là. Donc tous ceux que ça peut intéresser, même d'avoir un avis sur, enfin un avis un peu différent, un regard un peu biaisé. T'essayes quand même un petit peu de toucher un public jeune, on va dire un lycéen étudiant? Oui, 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 C'est oui. un Bah, objectif. oui, parce que les journaux, ça, il y a une vraie. Je dirais, les jeunes ont une très petite place dans les rédactions de tous les grands journaux. Donc moi, j'essaie d'avoir dans la ligne éditoriale une place quand même un petit peu importante pour les problématiques étudiantes. On revient souvent, enfin au moins 2, 3 fois par an sur le sort des étudiants, la précarité des jeunes, machin, tout ça mais parce que moi c'est pas moi qui ai l'impression de beaucoup en parler, j'ai plutôt l'impression que les grands médias n'en parlent pas beaucoup. Comme s'ils avaient admis, par exemple, que la précarité des jeunes, en fait, c'est un truc normal. Tu vois, c'est bien normal de se taper 2, 3 années de galère, pourquoi pas 5, 6, et puis ça peut continuer longtemps quand on est jeune pour s'insérer sur le marché du travail. Il est normal que cette insertion soit difficile et on l'a complètement accepté. On sait qu'un jeune, ça galère. Ça choque pas, tu sais, quand ils ont supprimé les 5 euros d'APL aux jeunes, enfin non, qu'ils ont supprimé 5 euros d'APL et que c'est les jeunes qui sont montés un peu au créneau en disant mais arrêtez parce que pour moi 5 euros c'est les courses machin. Il y a un certain nombre de députés qui comprenaient pas trop, Claire Petit entre autres, qui étaient là, attendez s'ils commencent à râler pour 5 euros, mais c'est qu'on s'imagine pas à quel point en fait il y a des jeunes dans des situations de pauvreté, de vraie pauvreté, et ça perturbe dans leurs études, qu'il y a des jeunes qui dorment dans leur bagnole, il y a des jeunes qui travaillent plus qu'ils ne le devraient, etc., etc. Et Jusqu'à l'immolation.
Et voilà, oui, nous on avait eu ça à Lyon l'année dernière, oui, oui, un camarade qui s'était, pour alerter justement sur ce sujet-là, qui est sous-traité à mon avis dans les médias nationaux, qui s'était mis le feu devant un crous à Lyon. Ouais. Pour en revenir sur ouvrir les guillemets, si tu essayes un peu d'auto-analyser ce que tu produis, quelle limite tu pourrais y voir et qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans le futur? Euh, je sais pas, non, je pense qu'en 4 années, Ça a pas mal changé en 4 ans. enfin là c'est notre 4e année du coup. Mais en 3 années, on a trouvé un petit peu le ton et puis même pareil la ligne éditoriale quoi, de quel sujet on parle, de quel sujet Vous êtes un peu plus détendu aussi on à est plus l'antenne. détendu, ouais. On se sent moins obligé d'en faire des caisses. À la fois on est moins modeste, mais à la fois ça nous permet aussi d'être plus cool. On a trouvé notre ligne éditoriale quoi. Est-ce que tu ressens une forme même minimale, mais une forme d'autocensure depuis que t'es finalement avec Mediapart? Bah, moi j'ai démarré vraiment sur internet. La plupart des gens ils m'ont connu. Je travaillais avec jeuxvideo.com. J'ai appris à travailler avec une rédaction au-dessus qui éventuellement peut me taper sur les doigts si je fais n'importe quoi, voilà. Et moi, ça me dérange absolument pas. Donc l'autocensure, ça serait sur quoi? Ça serait que je peux pas dire du mal de Mediapart. Alors là, a priori, tu vois, j'ai envie de dire, et en même temps, j'ai pas envie de dire du mal de Mediapart. Je disais déjà pas avant qu'ils me prennent. Je vois pourquoi j'en dirais maintenant. Mais on pourrait me dire, évidemment que t'en dis pas maintenant, vu qu'ils t'emploient. Donc fatalement, tu as une bonne image de eux. Donc c'est peut-être ça mon angle mort, ce serait peut-être sur la critique des médias ou sur peut-être là, il y aurait sans doute des trucs à dire sur Mediapart et sans doute des trucs à dire même sur des médias amis que j'aime bien, que je lis ou dont j'ai pu rencontrer les journalistes ou je sais pas quoi. Ça peut constituer un angle mort dans la mesure où j'ai un pied dans ce monde-là. J'ai un pied, donc ça d'accord. Donc, je sais pas s'il y a de l'autocensure derrière. J'ai pas d'exemple concret où je me sois dit ouais non ça on le fait pas. Non, enfin si ou alors l'autocensure ça serait par rapport à certains sujets où je me dis ça c'est pas notre rôle, ça c'est pas notre boulot. Mais est-ce que c'est de l'autocensure ou est-ce qu'on a bien trouvé notre ligne éditoriale aujourd'hui et qu'on s'égare moins et qu'on fait moins de la merde? Moi, pour moi, c'est plutôt qu'on a affiné ce dont on peut parler légitimement, ce sur quoi on est soit attendu, soit utile, et ce sur quoi notre bavardage ne ferait que s'ajouter à d'autres bavardages. J'ai l'impression qu'on a resserré un peu et que donc voilà, mon autocensure, elle est surtout éditoriale et puis éventuellement, ouais, sur peut-être un peu sur les médias. Je peux peut-être être moins bourrin que je n'ai pu l'être jadis. Mais même je le vois, hein, ça. Avant j'étais là, ouais, les journalistes, machin, et puis bah maintenant j'en fréquente, ça m'arrive d'en voir. Et du coup, je comprends mieux en fait les logiques derrière, je comprends mieux même les comportements des acteurs parce que je comprends mieux les conditions dans lesquelles ils sont plongés. Je vois mieux ce que c'est que le travail d'une rédaction. Je vois aussi ce que c'est que d'émettre. Voilà, je vois le travail, mais je vois la réception aussi, et puis le champ dans lequel il y a tout ça, dans lequel bon, en comprenant un peu mieux, c'est vrai que j'ai peut-être nuancé mes critiques là où avant j'étais plus bourrin. Et c'est vrai que l'air est à l'époque est pas à la nuance, donc on pourrait me dire, Jules, t'es plus mou maintenant. Ouais, je crois qu'on avait une question de Twitter justement là-dessus. Ouais, c'était. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Nous, j'avais juste une autre question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur jeuxvideo.com. Comment t'es passé du domaine des jeux vidéo à la critique politique en quelques mots? Bah, tout simplement parce que je l'avais jamais vraiment quitté, quoi. Moi, j'ai été militant politique avant d'être chroniqueur jeux vidéo. Je suis juste revenu au sujet d'intérêt qui, en fait, m'avait pas lâché, et qui constituaient des sujets de conversation de tous les jours. Quand on faisait 36-15 Usul, on était en colloque en Bretagne, et c'était les sujets de conversation qui nous animaient. On lisait le Diplo, on commentait les articles du Diplo dans le salon, avec Dorian, avec d'autres, avec ceux qui s'y intéressaient un petit peu. Moi, je lisais toujours des bouquins de critique politique, c'était toujours des trucs qui nous animaient. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, le jeu vidéo, c'était bien marrant, mais on a bien bossé, je peux peut-être passer à autre chose et y aller et partir dans un truc où je me dis ah oui, puis il y avait une autre question, c'était je fais souvent des trucs en me disant j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de voir ça et que ça n'existe pas. Donc j'ai fait la plupart de mes formats, y compris quand je suis allé en politique, c'est que je me suis dit ça existe pas alors qu'il y aurait peut-être besoin quoi. Aujourd'hui,
formulerais peut-être pas la question de la même façon, parce qu'il y a d'autres gens qui font ça. À l'époque, il y avait vraiment peu de monde, vraiment très très peu de monde, et il fallait faire un truc, quoi. Ouais. Tiens, donc on avait une question sur Twitter vis-à-vis de ce que tu disais. Je te la lis. Quand il s'est lancé solo sur YouTube avec mes chers contemporains, il donnait l'impression de vouloir faire une déconstruction des discours, de ses opposants notamment, avec un ton qui était presque bienveillant par rapport à ce qu'il fait maintenant. Il y a une suite. Est-ce que ce changement de ton plus frontal est lié à son expérience médiatique? Qu'est-ce qu'il aujourd'hui ne ferait pas ou différemment? Alors non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai que d'ailleurs je l'ai déjà dit en live, mes chers contemporains, en fait, c'est un truc. Moi déjà, je débarque sur le sujet, hein, donc j'ai une posture de modestie de base, et j'ai une posture. Alors entre la posture de modestie qui était sincère. Parce que je suis ni chercheur en sciences politiques, j'étais pas non plus le militant le plus aguerri avec les connaissances les plus encyclopédiques des sujets politiques, hein. Juste voilà, donc j'arrivais avec modestie, mais en même temps, comme c'était aussi un procédé rhétorique que d'utiliser quand même un soupçon de fausse naïveté. Donc de dire, la fausse naïveté, c'était vraiment de dire, alors aujourd'hui, les gens disent plutôt ça. Alors bon, bah moi je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un vrai truc? Alors j'ai cherché et je suis tombé sur cette archive qui date de 1980. Écoutez, ce qu'il va dire est très intéressant. Et moi ça m'a fait changer mon avis. D'ailleurs, je pensais pas ça. Et puis je terminais l'épisode sur une conclusion plutôt ouverte, avec un peu de conditionnel, en disant, il se pourrait que finalement, et éventuellement, on puisse autrement imaginer le machin. Donc voilà, mais c'était mon entrée dans le truc, et je l'ai vraiment conçu comme une série de vulgarisations où je voulais pas brusquer les gens. Après, entre-temps, quand je démarre, ouvrez les guillemets, ou je sais pas quoi, je m'en suis déjà un peu pris plein la gueule. Il s'est déjà passé des trucs, il y a déjà eu des bails, j'ai déjà été harcelé par l'extrême droite entre-temps, j'ai déjà eu des gens à gauche qui m'ont rattrapé par le col en me disant hop hop hop, c'est que tu pars vers le confusionnisme, machin, tout ça. Donc je suis déjà je suis sorti de la naïveté, etc. Donc j'arrive dans un truc où je fais bon, ok, c'est la bagarre en fait comme chant. C'est la bagarre, donc c'est bon. Les positions de fausse modestie, ça suffit. Et puis peut-être parce qu'on est deux, et vu qu'on est deux, on se chauffe peut-être l'un l'autre et on se chauffe peut-être en mode ah, c'est bon, hein, les droitards là, ils commencent à nous casser les couilles. Nous on est en plus au début je pouvais jouer un peu sur le côté bon vous savez pas exactement où je vais avec ça. Bon maintenant vous savez. Maintenant, vous savez, je ne vais pas prendre des pincettes en disant éventuellement, c'est vrai qu'on pourrait tenter d'être un peu facho, mais je vais vous expliquer que pour peut-être qu'il se pourrait que ce soit basé sur de mauvaises. Enfin, tu vois, bon, aujourd'hui, j'ai pas le temps. En plus, j'ai pas le temps, le format est plus court, il fait 10 minutes et pas 40, donc voilà, faut y aller, quoi. Donc il faut un talent de vulgarisateur pour aller droit au but et pas passer par quatre chemins, quoi. On avait une question sur la formation, les écoles de journalisme. T'avais fait un ouvrez les guillemets qui s'intitulait Faut-il brûler les écoles de commerce? Ah oui. Alors nous, on voulait te poser la question, faut-il brûler les écoles de journalisme? Bah, c'est pas moi qui ai le plus bossé sur le sujet, hein, c'est Ruffin qui a fait son bouquin, Les petits soldats du journalisme, etc. Après, je constate quand même, moi je trouve pas que, je pense qu'il y a en effet beaucoup à faire sur les écoles de journalisme, même si je pense qu'en effet il y a des choses du métier du journalisme qui sont à apprendre. Je pense aussi qu'on peut dans une certaine, enfin que voilà, une petite formation, c'est pas plus mal. Après, je vois aussi tous les effets pervers des écoles de journalisme et en fait des machines qu'elles sont devenues. Les écoles de journalisme, c'est des écoles payantes qui doivent justifier sur leur petite plaquette de leurs tarifs, enfin pas toutes, hein, mais un certain nombre doivent le faire, justifier leurs tarifs en disant nous avons placé nos journalistes sur des chaînes prestigieuses où on peut mettre le logo, nous avons placé nos journalistes à France 2, France 3, RTL, machin, tout ça, qui puissent vendre en fait leur truc, et du coup ils standardisent leur formation pour que leurs élèves puissent intégrer derrière, devenir direct un journaliste autonome qui va pouvoir être exploité directement par BFM TV, les chaînes d'infos en continu qui fournissent mine de rien des emplois dans l'audiovisuel, ou partir en PQR direct, formé, voilà. Et donc il y a quand même une standardisation. Là où ça n'a pas toujours été le cas pour le journalisme. Le journalisme, à la base, je sais pas, au 19e siècle, les publicistes n'ont pas une formation standardisée. Il y a des gens qui viennent de l'enseignement, il y a des gens qui viennent d'un peu ailleurs, plus ou moins autour des lettres, d'accord. Ça peut être des auteurs, ça peut être voilà. Mais il n'y a pas cette formation stéréotypée de
voilà ce qu'est un bon journaliste, voilà ce qu'est la neutralité journalistique, qui est bien souvent voilà une neutralité contestable. Après, je veux pas accabler les étudiants en école de journalisme, qui pour le coup apprennent quand même des trucs, ils apprennent quand même des trucs. Mais il y a des, je sais plus, j'avais passé un entretien pour enseigner dans un truc un peu comme ça. Et le mec qui me faisait passer l'entretien, alors j'ai pas pu le faire parce que après je suis rentré sur Mediapart justement à ce moment-là, mais c'était pour enseigner la partie vidéo, voilà, du pas du journalisme, enfin pas loin, créer des vidéos, voilà, je devais être leur prof d'audiovisuel d'internet, si tu veux. Et il était assez atterré, le mec qui me faisait passer l'entretien, il me disait quand je l'ai fait rentrer. Ils doivent remplir une fiche, évidemment, où ils doivent dire comment ils s'informent, comment eux-mêmes s'informent. Et lui-même était relativement sidéré que des gens qui postulent en journalisme s'informent aussi mal ou aussi peu. Et je pense que journaliste, c'est pas speaker. C'est pas pour de voilà. Si vous êtes rentré en école de journalisme pour devenir speaker ou speakerine devant la télé, vous n'êtes pas au bon endroit. Il va falloir faire autre chose, quoi. Par contre, si vous êtes rentré là-dedans parce que vous avez la passion de comment on raconte les faits, et que vous avez une vraie passion de l'actualité, de rendre compte du réel, même si c'est des faits comme faire un sujet sur les artisans dans votre quartier, de je sais pas quoi, ça peut être génial à faire ça en fait. Faut avoir le goût de ça, mais pour ça, faut avoir le goût déjà du travail des autres. Et on n'imagine pas un étudiant en école de ciné qui aime pas les films ou qui regardent pas les films ou qui aillent pas au cinéma une fois par semaine. Et ben il y a des gens, ils rentrent en école de journalisme mais ils ont pas ce truc-là. Donc je pense que même de manière générale, il y a quand même de l'éducation à la presse à faire, à comment on s'informe et tout. Je pense même que l'école devrait être davantage impliquée là-dedans, que les gens aient un regard, sortent au moins, on leur dit vous pouvez voter à 18 ans, très bien, mais faut qu'on leur dise aussi comment on s'informe, même s'il y a plusieurs manières, mais qu'on les informe sur la pluralité des manières de s'informer et sur comment on le reçoit aussi cette information, parce que moi quand je disais tout à l'heure, je lis ça, j'écoute ça, tout en sachant très bien que ça c'est plutôt comme ça faut que je le prenne comme ça faut que je prenne, voilà, si je lis le Canard enchaîné, faut que je prenne ça comme information, tout en n'étant pas crédule sur la manière dont l'information a été produite, donc il faut que je le sache un petit peu à quoi ça sert, comment, et qu'est-ce que j'en retirerais de bien, et qu'est-ce qu'il faut pas que je prenne au pied de la lettre, etc. Donc ouais, de l'éducation aux médias, et j'ai l'impression qu'en fait, on a des journalistes qui, des fois, enfin des élèves étudiants en journalisme qui rentrent là-dedans, qui sont même ni passionnés de journalisme, ni experts des sujets desquels ils vont s'emparer, qui ont une culture politique relativement médiocre. Euh, mais bon, j'ai l'impression que là, pour le coup, les journalistes vont être la face émergée de l'iceberg, quoi, d'une dépolitisation générale de la société, de toute façon, depuis les années 80, qui amène... Oui, mais qui participent eux-mêmes à alimenter, du coup. ah bah, ils l'alimentent d'autant plus qu'ils en ont été victimes. Donc C'est un cercle vicieux. voilà, c'est pour eux il y a l'horizon des idées raisonnables qui est extrêmement restreint, et s'ils sortent de ça, ils ont l'impression d'être chez les extrémistes. En parlant de journalisme et de militantisme, il y a une critique qui a souvent été faite récemment à Taha Bouaf ou Gaspard Glantz. On a dit c'est des journalistes militants. Alors, est-ce que Taha Bouaf est plus militant que Jean-Michel Apathy, par exemple? Et qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe? Ouais, la réponse la réponse elle est vite questionnée. C'est-à-dire elle est dans ta question, la réponse. Donc oui, voilà, t'as une vision du monde. Je parlais tout à l'heure d'un truc tout bête, la hiérarchie de l'information. Alors, si on admet que une définition minimale du journalisme qui serait rendre compte des faits, vraiment une définition minimale, bah desquels? Comment tu choisis desquels? Taha Bouaf, il a choisi d'être sur des manifs, de faire des expulsions de sans-pape, de faire des manifs ensuite de gilets jaunes, de suivre le comité Adama. Voilà, c'est sa hiérarchie de trucs qui suit, parce que dans sa vision du monde, il faut parler de ça. Et puis, il a sans doute en tête, lui et d'autres, hein, ont sans doute en tête le fait que si eux en parlent pas, les médias généralistes mainstream vont en parler mal ou ne pas en parler du tout. Donc, ce qu'on a l'impression, ce qu'on voit comme un peu un journalisme militant, obsédé par certaines questions et tout, pour moi, me paraît être au contraire des trucs salutaires qui rétablissent un petit peu la balance, hein, de l'information et des sujets traités. Parce que après, Taha Bouaf, par exemple, là où c'est pas un bon exemple, c'est que c'est même pas un éditorialiste, quoi. Si on veut parler d'un militant,
je pense être plus militant que t'as Abouaf dans une certaine mesure parce que moi j'écris, j'écris mes textes, j'écris mes opinions et tout. Alors il a peut-être fait des articles écrits et tout, je sais pas, hein, ça se trouve si. Mais moi je le vois surtout comme le gars qui est sur le charbon, qui charbonne, tu vois, qui va chercher les images, etc. Donc excuse-moi, si t'as fait des papiers écrits, je les ai pas vus. Peut-être sur la base, je sais pas. Mais voilà, il y a quand même le truc de. En plus, voilà, il rapporte des images. Gaspard Gland, particulièrement. Voilà, il rapporte des images. À la limite, ouais, je suis même plus militant, vu que moi, je tartine sur quel sens donner à ce truc-là. Ils prennent des gros risques en manif. Et je dis, moi, je suis plus militant, mais finalement, Apathy aussi. Apathy qui lui aussi tartine et qui lui va donner son avis sur les plateaux. Ça, c'est peut-être plus militant que de faire le travail de Taha Bouaf et Gaspard Glanz, qui est juste d'aller chercher des images, quoi. Puis c'est du militantisme en faveur du néolibéralisme, mais ça, tu vois, on l'objective pas comme étant militant. On dit qu'il prétend à la neutralité, Jean-Michel Apathy. À l'objectivité. Non, je pense qu'il prétend à son avis. Non, en plus, Jean-Michel Apathy, non, je pense pas qu'il prétende à une vraie neutralité, parce que de temps en temps, il prend des positions et tout, je sais pas, faut le suivre sur Twitter, hein, tu verras, des fois, des fois, tu dis, ah tiens, il a dit ça, Jean-Michel Des fois, Apathy. il a des petites sorties. Ouais, des fois, il donne son avis, et je pense qu'il dirait pas, je suis neutre. Oui, bah, je crois qu'en plus, dans une émission, il a dit qu'il était pas objectif. Oui, voilà. Ok. Est-ce que les médias, c'était mieux avant? En gros, est-ce que t'es nostalgique années 80, années 2000, et est-ce que tu penses que ça va en s'améliorant ou ça s'empire? Ah bah non, c'est mieux déjà qu'avant. Parce que moi je suis un enfant des années, enfin je suis né dans les années 80. Ensuite il y avait la télé partout, quoi. La télé était devenue le vecteur principal d'information. Les gens s'informaient que grâce à la télé. Et on a beau chier aujourd'hui sur ouais, les gens ils s'informent n'importe comment, ils regardent Facebook et tout. Ce qui n'était pas mon propos tout à l'heure quand je parlais de apprendre aux gens à s'informer. Hein. C'était pas de dire quand je disais qu'il faudrait une petite formation aussi à l'école sur comment s'informer, c'est pas pour dire n'allez pas sur Facebook. C'est au contraire de dire n'hésitez pas à aller où vous voulez, mais sachez identifier, remonter la source de pouvez aller où vous voulez si vous savez qui vous parle. Tant que vous le prenez pas pour tant que vous prenez pas tout, tant que vous prenez rien pour argent comptant en fait. Bah, et puis que vous arrivez à placer tel propos dans telle vision du monde et idéologie, quoi. C'est ça, voilà, arriver à situer. Ouais. Oui. Non, bah je sais plus du coup, ça m'a. Il y a une idée. Donc oui, ah oui, voilà, non, si, c'est pour dire c'était pas mieux avant, dans le sens où moi je suis très content que mes parents puissent avoir accès sur Internet à des trucs d'infos militants qui seraient jamais allés acheter, si tu vois, qui seraient jamais allés acheter dans une maison de la presse. Ils auraient pas acheté le Diplo, ils auraient pas acheté même, je sais pas, l'UMA ou je sais pas quoi. S'informer pas comme ça, pas trop par presse, ou peut-être un JDD de temps en temps, c'est dire. Mais du coup, là, ils ont accès à du contenu militant sur Internet. Ils peuvent tomber sur une vidéo de, je sais pas, Révolution permanente, Le vent se lève, ou je sais pas quoi. Kawa TV, parce que ou Mediapart ou quelques autres trucs, parce que ils suivent Facebook, les amis dans une boucle où les gens regardent ça, et YouTube aussi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui la palette est quand même beaucoup plus large et c'est très bien. Après, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du champ de la presse papier, on voit que il y a eu des périodes difficiles et je crois qu'on est de retour dans une bonne période bien difficile. Le champ audiovisuel, pareil, il y a une multiplication il y a eu la TNT avec une multiplication des canaux. On aurait pu espérer avec la multiplication des canaux de télé qu'il y ait une multiplication des opinions, qui est du pluralisme un petit peu. Ça a été la tentative d'une, je crois que c'était une web télé toulousaine qui s'appelait Télébocal ou je sais pas quoi. Enfin, je dis peut-être des conneries, mais enfin, il y en a qui ont essayé de préempter des canaux de la TNT pour dire, pour qu'il n'y ait pas que, voilà, tu zappes ta Bouygues, et puis tu changes ta Bolloré, et puis tu changes ta, voilà. Bon, ça s'est pas fait. Donc, je trouve le champ audiovisuel plus anxiogène que jamais là. Justement, il n'y a pas aussi un problème, tu vois, quand tu t'informes avec de la presse papier, sur un même événement, tu vas lire l'UMA et le Figaro, tu auras deux points de vue différents, mais tu sais clairement que l'UMA a un point de vue de gauche, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... et le Figaro de droite. Si, moi je sais ce que ça veut dire. Mais quand tu regardes TF1, tu sais pas ce que, insidieusement, si t'es pas informé, si t'as pas eu de l'éducation média, tu te dis que dans l'opinion publique, c'est assez répandu que les médias audiovisuels sont tous de gauche, tu vois. Quoi ?
Ça, c'est ce que Zemmour essaie de faire croire. Ouais, Mais TF1, c'est méga de droite, tout le monde le. Ça, c'était un des grands mérites des Guignols à l'époque, tu vois, qui étaient sur le canal, hein, mais qui, eux, montraient bien que TF1, c'était the chaîne de droite, de Bouygues, qui était fan de Balladur, machin, tout ça. Donc je pense que dans une certaine mesure, les gens ont peut-être encore un peu ça en tête, que TF1, c'est quand même la grosse chaîne de droite, comme il faut, quoi. Qui faisaient le droit de savoir, les trucs de Villeneuve là, reportage auprès de la police, enfin que c'est vraiment la chaîne de l'ordre, de la sécurité et de la réaction, quoi. Normalement, je pense que les gens le savent encore, j'espère. Il faudrait vérifier on demandera à la communauté de vérifier. Non mais si Zemmour est parvenu à faire croire aux gens que TF1 c'était de gauche, là je sais plus où on est, quoi. Si les gens vraiment pensent ça, j'avoue que ça serait désespérant, mais je veux pas y croire. Comment ça se fait d'ailleurs que Zemmour il ait un tel pignon sur rue dans les médias, selon toi? Bah c'est long à expliquer, mais dans un premier temps, il fait de l'audience, donc ça c'est le moment Ruquier, si tu veux, Ruquier qui le met en avant, lui, petit journaliste du Figaro, machin. Il devait avoir de la gueule, une grande gueule, un esprit de polémique. Je pense que Zemmour, contrairement à d'autres, devait pas avoir peur des journalistes de gauche. D'ailleurs, pour avoir accepté de bosser avec Ruquier, c'est qu'il devait pas avoir peur, tu vois, et il s'est dit, non, moi j'y vais, et il y est allé comme un samouraï, quoi. Et Ruquier a dit ah un samouraï, tiens, c'est marrant, ça va faire de l'audience. Et le gars lui a donné une exposition sans se rendre compte qu'il était en train d'engendrer un monstre, ou alors s'il s'en est rendu compte, c'est vraiment un gros bâtard. C'est vraiment qu'il avait pas de scrupules. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Et derrière ça, bah, Zemmour en a profité pour profiter de cette exposition nationale pendant plusieurs années, payée avec l'argent public, pour vendre des bouquins, pour devenir ouais comment disait enfin voilà le semi-habile comme disait Bourdieu, le semi-habile préféré de la droite, voilà, parce qu'il pouvait manier deux trois auteurs, parler de Napoléon, passer au Moyen Âge, revenir à Churchill. Je veux dire, tu vois, est-ce qu'un Zemmour est possible s'il n'y a pas des journalistes avec si peu de culture? Est-ce qu'un Zemmour est possible si le reste du paysage audiovisuel est pas si dépourvu de culture politique? Pour se dire, waouh, Zemmour, vraiment, il en a sous le pied, hein. C'est impressionnant. Donc voilà, Zemmour, voilà, s'est constitué ce public-là. Et puis maintenant, bah, il a quand même eu procès, amende, machin. Heureusement qu'il est blindé de thunes et qu'il est largement soutenu par la bourgeoisie. Si on l'a encore aujourd'hui, c'est parce qu'on a Bolloré qui a une chaîne de télé, et Bolloré qui est vraiment voilà, la réaction bretonne en marche. Le mec est un héritier lui-même. Alors certes, il a pris son petit empire. Vous savez, Bolloré, c'est les feuilles OCB hein, à la base. C'est du papier, voilà. Et lui, il en a fait un truc mondial. Maintenant, il a acheté des ports, il a diversifié les activités. Aujourd'hui, il contrôle en Afrique de l'Ouest. En Afrique, il a acheté plein de ports, il a acheté des médias, et c'est devenu un gros industriel français. Mais ça reste un putain de réactionnaire d'une vieille famille bretonne d'héritiers, donc un mec de droite avec une petite, à mon avis, je sais pas ce qu'il faisait pendant la guerre, ses parents, je sais pas. Mais enfin bon, il a une petite tendance d'extrême droite bien affirmée. Il a eu envie sur CNews d'avoir Zemmour. S'il peut se payer Zemmour, et ben il a Zemmour. C'est la loi c'est magique. Et si là, ils ont fait la cour pendant tout l'été à Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal, enfin je sais pas, ils changent toujours de nom pour nous embrouiller. Alors c'est Marion Maréchal, puis c'est Marion Maréchal Le Pen, puis c'est le Rassemblement National, le Front National. Bon, mais on voit bien que c'est les mêmes. De toute façon, c'est bon. Donc elle, ils ont essayé de la recruter, et elle, à mon avis, s'est dit. J'ai cette espèce je pourrais éventuellement être un recours en 2022 si ma vieille tante se casse la gueule d'ici là. Elle a la faveur quand même de médias étrangers qui la trouvent fascinante, ça parce qu'elle est jeune, etc. Donc elle s'est dit, je grillerais à avoir une présence même hebdomadaire à la télé, je grillerais mon capital rareté, là faut que je cultive faut que je cultive la rareté, donc elle veut pas y aller. Mais apparemment ça continue d'être dans des discussions, même si elle a refusé d'être là à la rentrée. Il suffit que lui veuille ça, et voilà, il peut faire ça. Donc ça explique qu'il y a encore Zemmour aujourd'hui, parce que je crois qu'il avait fini par être viré d'RTL à cause des condamnations. Il me semble qu'ils se sont dit, ouais, bon, c'est bon, quoi. D'ailleurs, dans un épisode d'Ouvrez les guillemets, tu proposais de créer une peine judiciaire d'interdiction de médiatisation.
un peu sur le modèle de l'interdiction, d'inéligibilité. Est-ce que tu as eu des nouvelles par rapport à ça? Tu avais proposé à la FI peut-être de la reprendre, quelque Oui, non, chose? j'ai pas eu de nouvelles, mais ça doit être compliqué, j'imagine. Il y a des gens qui connaissent mieux que moi en droit et qui sauront m'expliquer pourquoi c'est difficile d'imaginer une peine de non-publicité, quoi, d'interdiction de publicité. Je sais pas si c'est faisable ou pas faisable. Je constatais juste que tu pouvais lui foutre des amendes à Zemmour, il s'en fout, il est blindé, il vend des livres, c'est un bourgeois, il paye les amendes, il s'en fout. Et il y a un mec qui est prêt à l'embaucher de toute façon, qu'il ait été condamné ou pas condamné, qui est prêt à l'embaucher de toute façon pour une émission quotidienne sur une chaîne d'infos en continu. Donc en fait, ça sert à quoi qu'on ait décrété dans la loi qu'il y avait des trucs qui étaient de l'appel à la haine manifestement et qu'on ne pouvait pas faire tourner une société pacifiquement en laissant des discours aussi proches des discours qui nous avaient déjà conduit à la ruine, qui avaient déjà conduit à la ruine l'Europe tout entière au milieu du siècle dernier. Bon, bah lui il dit bah tant pis, je fais ça quand même. Je paierai l'amende et de toute façon Bolloré m'embauche. Donc qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est une vraie question. Moi j'ai dit est-ce qu'il faut imaginer une peine de d'interdiction de publicité? Moi je dis la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Est-ce qu'on attend est-ce qu'on attend que les éditeurs c'est un peu ce que certains vont proposer, déléguer ce travail-là parce que ça fait jamais joli un État qui censure. Ça fait jamais joli, ça fait jamais propre sur le papier. Un État qui dit non, toi tu parles plus. C'est bon. Alors il y a plein d'autres moyens de le faire, hein, mais là il a délégué. Je veux dire, les puissances de l'argent font ce travail, ne serait-ce qu'en sélectionnant quelle parole est rentable, qui passe dans mes télés, etc. Ils font déjà ce travail-là, mais ils le feront pas pour Zemmour. Donc est-ce que c'est pas à l'État de reprendre la main? Parce que sinon, l'État, ce qu'il va être tenté de faire, c'est de déléguer encore, de déléguer aux GAFAM. Et on va se retrouver avec, comme là, sur YouTube, Twitter, Facebook vont fermer la chaîne de Dieudonné, vont fermer la chaîne d'Alain Soral. Mais alors là, t'as ouvert un truc, va falloir aussi aller fermer la chaîne d'un tas d'autres fachos, hein, si on est parti là-dessus. Hein. Allez-y. Mais quand est-ce qu'ils vont se dire, les fachos, c'est bien, mais il y a aussi des chaînes d'anarchistes, il y a des chaînes de gilets jaunes. Bon, moi, j'ai pas envie que ce soit le privé qui décide de ça sous des critères qui vont être les siens, qui vont être des critères de rentabilité aussi, qui vont être des critères évidemment, si on commence à critiquer les GAFAM et qu'eux sont partis en mode censure, eh ben, ils vont aussi censurer les critiques des GAFAM au bout d'un moment, etc., etc. Donc, laisser la censure aux acteurs privés, c'est dangereux. Faire des lois, voilà, on vit ensemble dans un pays, il y a des lois, laisser ça aux législateurs, il y a un contrôle, il y a un conseil constitutionnel, il y a des limites, il y a des bornes, il y a des recours. Il y a des recours, c'est une grosse différence. Si YouTube a décidé de pas t'offrir de recours, il t'en offre pas. Bon, la loi, il y a des recours, voilà. Bon, ça me paraîtrait mieux de dire, ouais, pourquoi on voterait pas des trucs comme ça? Qu'on proposerait pas au moins, le mec a fait des appels à la haine plusieurs fois. Il va y avoir des attentats, va y avoir on crame des mosquées là à Lyon. Là, il y en a eu deux qu'on cramait là à Bron et à Lyon dans je sais plus quel arrondissement il y a pas longtemps, parce que ce mec-là a la parole en fait. Je pense que t'enlèves ne serait-ce que Zemmour, faudra en enlever d'autres, mais t'enlèves ne serait-ce que Zemmour, t'as déjà un climat un peu plus apaisé dans lequel on peut un peu plus discuter. Et t'as pas des zinzins qui vont passer à l'acte aussi. On tolérerait pas le quart de ce que dit Zemmour de la part, par exemple, de musulmans qui auraient des discours communautaristes, de critique de l'État français, de l'islamophobie, et qui se diraient eux-mêmes musulmans, et qui iraient dans les médias, machin. T'aurais pas le quart de ce que Zemmour peut dire si c'était eux qui le faisaient. Il y aurait des lois directes. Mais c'est la bourgeoisie. Et la bourgeoisie n'est pas emmerdée par les discours de Zemmour, au contraire. Et il faut regarder le sort qui a été fait aux porte-parole des Gilets jaunes, à la moindre parole de travers, machin, ceux-là, ils ont été blacklistés, on les invite plus dans les médias. Regardez comment on flique la parole des pauvres, et regardez ensuite ce que les bourgeois peuvent se permettre. Regardez Yann Moix. Apparemment, l'antisémitisme, c'était le tabou absolu, hein. Tu disais ça, tu te faisais vraiment têche des médias. Ils ont fait le coup à Dieudonné, ils ont fait le coup à Soral. Normalement, c'était le tabou total. Yann Moix a été réhabilité en 2-2 après qu'on ait découvert que il avait écrit des trucs atroces quand il était, je sais plus, quand il voulait faire le jeune anticonformiste bourgeois parisien. Je suis anticonformiste, donc avec mes potes Hardisson et mes autres potes avec qui on prend de la coke, on va faire des blagues limites antisémites. Et il avait publié des trucs horribles.
réhabilité en 2-2 parce que Yann Moix a donné des gages de non, c'est bon, genre, je vais pas emmerder l'ordre bourgeois, je vous rassure, maintenant je suis un bon petit soldat de l'ordre bourgeois et c'est passé, maintenant on lui passe. Et qu'est-ce qu'on a, cette pauvre chanteuse de The Voice là, Ménel, qui avait fait un post Twitter des années avant, qui devait être un truc genre Free Palestine ou je sais pas quoi, elle, enfin tu vois, et là polémique nationale, machin, et je sais pas ce qu'elle devient cette pauvre femme, mais elle s'est pris un harcèlement de malade sur les réseaux, et je comprends je comprendrais qu'elle se soit passablement, enfin qu'elle ait été échaudée par même la sphère publique et les apparitions publiques en général. Donc je pense vraiment quand t'es du côté des bourgeois, tu peux te permettre beaucoup plus de trucs, quoi. Il y a un deux poids deux mesures. Ah ben c'est clair. Et du coup, alors les Soralo Dieudonnis vont dire le deux poids deux mesures, c'est sur les juifs, machin. Le cas Yann Moix montre que non. Le deux poids deux mesures, c'est si t'es du côté des bourgeois ou pas, quoi. Parce que c'est eux qui ont le pognon, parce que c'est eux qui ont les réseaux, parce que c'est eux qui... Tiens, combien de particules, combien de noms à particules dans la direction de France Télévisions? Combien de belles familles, de jolies familles dans la direction de TF1, etc., etc. Voilà, il n'y a pas besoin nécessairement qu'il y ait un contrôle direct même d'un bourgeois type Arnaud ou Bolloré ou machin qui passe un coup de fil. Ça se passe comme ça dans les groupes de Bolloré, hein. Bolloré est un mec qui intervient directement en passant un coup de fil. Mais ça peut ne pas être le cas. Il suffit qu'il y ait une ambiance bourgeoise qui détermine qui est fréquentable, qui est pas fréquentable, qui on n'invite plus. Et ça, c'est pas nécessairement les grands bourgeois qui prennent les décisions. Ça peut être ne serait-ce que le conformisme des journalistes qui vont dire cet invité est sulfureux, cet invité ne l'est pas. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Tadi à un moment a dégagé parce que il n'était pas exactement dans la bonne, il n'était pas calibré exactement comme une Léa Salamé, voilà, ou un Yves Calvi qui comprend tout de suite avec qui il faut être méchant, avec qui il faut être gentil. Bon bah ça dégage. Qu'est-ce que tu as pensé du traitement médiatique des mouvements Gilets jaunes? Oh bah il y a eu, alors ça a été en plusieurs temps, mais on avait fait une émission sur ouvrez les guillemets là-dessus. Où on avait parlé de bah, alors, dans un premier temps en fait de toute façon personne n'avait compris ce que c'était ce mouvement au début, donc vu que personne n'avait compris, moi j'ai l'avantage d'avoir une émission toutes les 2 semaines, donc pendant 2 semaines j'ai rien dit. Je fais qu'est-ce qui se passe? Comme tout le monde, j'étais un peu interloqué. Qu'est-ce que c'est? Ça va où? Je me suis donné 2 semaines avant d'ouvrir ma gueule. Et mais comme d'autres à gauche, notamment à gauche, quoi. On était sceptiques. On était sceptiques parce qu'on voyait toute la droite populiste embarquée à donf dans le truc parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est les nouveaux bonnets rouges, c'est les nouveaux petits patrons en colère. On va pouvoir enfin, c'est un mouvement poujadiste en fait de petits artisans, de petits commerçants et de petits salariés qui demandent même pas d'augmentation de salaire, ils veulent juste des baisses de taxes, c'est génial, c'est de droite. Ils se sont dit c'est de droite. Alors là, t'avais Brunet, tu sais, sur BFM, etc. Ils étaient à fond, ils trouvaient ça génial, mais ça a duré 2 semaines. Ça n'a pas duré longtemps, ouais. 2-3 semaines, 3 semaines je crois. C'est l'acte 3 où ça commence vraiment à chauffer. Et là, ils se sont dit, voilà, c'est fini, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Maintenant, il y a les bons gilets jaunes et les mauvais gilets jaunes. Et pendant un premier temps, ça a été beaucoup dit, mais pour un petit mouvement comme ça, parce que gardons à l'esprit qu'il y a des manifs qui foutent 1 million de personnes dans la rue, hein. Mais là, ou plus que ça. Là, c'était un petit mouvement quantitativement parlant de nombre de gens qu'il y avait dans la rue, ça a été dit. Eh ben, il a été surmédiatisé dans un premier temps. Vraiment surmédiatisé. Et il a continué à l'être encore après, parce que bah, c'est bien qu'en fait, ils avaient réussi leur coup, quoi. L'idée du gilet jaune, enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient que c'était... de toute façon, les journalistes, ce qu'ils préfèrent, c'est ce qui est nouveau. Ah bah là, c'était nouveau, hein. Là, c'était vraiment nouveau, ils ont rien compris, ça a évolué en plus en cours de truc. Il y avait des bagnoles qui crament, il y avait c'était spectaculaire, c'était bon. Et puis après, bah ça y est, les gilets jaunes ont été traités comme ils auraient dû l'être dès le début si la bourgeoisie avait compris ce qui se passait, ou si à l'inverse les mouvements de gauche n'avaient pas non plus aussi fait le travail sur le terrain pour en chasser les fachos, faire ce travail qui a fait qu'après un certain nombre de gilets jaunes ont fait leur parcours d'éducation politique, à comment même autogestionnaire, comment on se prend en main, qu'est-ce qu'on propose. Et tu regardais assez vite quand il y a eu même avant la coordination nationale, vraiment quand tu regardais les revendications, moi le RIC,
tu vois, j'ai rien contre, hein, moi, de donner davantage de. Ça me paraît pas être de droite, tu vois, le RIC a priori. On avait fait une émission dessus aussi. A priori, c'est pas une idée. D'ailleurs, la réaction des éditorialistes et des politiques a été très hostile envers le RIC et de la classe politique. Donc ça dit bien que c'est que ça bougeait un peu l'ordre des choses. Donc c'était pas un truc. C'est un problème de la Russie. Ouais, ouais. Après, ouais, sur le RIC, moi je suis pas. Parce qu'il y a un truc chez les. Alors je sais que tu voulais parler des anarchistes aussi, je crois, après. Mais il y a un truc souvent chez les mouvements d'extrême gauche, mais même moi y compris, je pensais ça, hein, c'est qu'on pense que tout le monde devrait s'occuper de politique. Le fameux si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Et donc tout le monde devrait s'occuper de politique. Et en vieillissant, tu sais, je me dis, bah non, je vois bien la vie autour de moi, je vois bien les gens, je vois bien le travail, la place que ça prend dans la vie des gens, etc. Je vois aussi que si tu laisses faire, si tu laisses tout le monde s'occuper de politique, bah c'est là aujourd'hui on laisse tout le monde voter sur le papier, mais qui le fait concrètement? C'est ceux qui ont les capitaux à mobiliser, les capitaux culturels, les capitaux sociaux, qui font que voilà, ils vont plus s'engager. On le voit aussi quand on fait des expériences de comités de quartier, avec des budgets participatifs. Au début, il y a tout le monde parce que c'est nouveau, c'est intéressant et qu'on se dit on va pouvoir agir sur la cité, machin. Et puis, eh ben, au bout de quelques mois, il n'y a plus que les mêmes vieux retraités qui ont le temps qui viennent, ou alors les gens militants. Voilà, qui vont s'emparer de ce genre de structure-là. Bon, bah, moi, je trouve que ce qui était intéressant avec le RIC, c'est qu'il n'y a pas l'injonction de occupe-toi de politique maintenant. Tout le monde devrait faire ça. Si tu le fais pas, t'es pas un bon citoyen. Moi, je suis pas là-dessus, mais par contre, je veux pas que tout le monde s'occupe de politique. Je conçois qu'on ait envie de faire sa vie autrement et de vivre une belle vie autrement, voilà. Par contre, je veux que tout le monde puisse le faire. Il y a des moments où les gens se disent, autant je m'occupe pas de politique, c'était ce moment des Gilets jaunes, autant je m'occupe pas de politique d'habitude, autant là, ils sont en train de nous rouler dessus, je suis obligé, quoi. C'est ça le moment de rupture en général. C'est les bonnes gens qui d'habitude vivent leur vie tranquillou et qui demandent pas mieux que de pouvoir continuer à le faire. Là, tu les as tellement saoulés que là, ils se disent bon, là, faut que je m'occupe de politique. Ben, le RIC, mine de rien, un RIC bien dosé avec le bon nombre de signatures ou je sais pas quoi, permettait ça, quoi. Permettait de dire certes, tout le monde ne va pas s'occuper de politique, mais par contre, si vous voulez le faire, c'est possible. À des moments, quand ça dérape, quand le personnel politique fait nimp, il faut qu'il y ait des formes d'intervention populaire qui puissent au moins les stopper, les remettre dans la bonne voie, imposer des sujets aussi. Imposer des sujets, pourquoi pas, voilà. Là, sur la conférence sur le climat, là, machin, tout ça, là, je pense vraiment que là, on a une société qui est mûre pour que les citoyens eux-mêmes imposent ce sujet du climat davantage aux politiques, qui a bien envie de le foutre sous le tapis, de dire qu'on va faire de la relance verte, de la croissance éco-responsable, machin, mes couilles. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que ça allait pas se passer, que fallait pas que ça se passe comme ça, parce que sinon, en fait, il se passait pas grand-chose. Donc, il faut que les gens aient des trucs pour intervenir en politique. Et ouais, les Gilets jaunes, ça a été vraiment un signe de... Il faut qu'on trouve des dispositifs, là. Et alors tu dis il faut que les gens puissent intervenir en politique quand ils le souhaitent. Est-ce qu'il faut aussi que les gens puissent intervenir dans le débat public par justement les nouveaux médias quand ils le souhaitent? Est-ce que tu es pour la démocratisation des nouveaux médias? Ça, ils le font. Là, pour le coup, si on reste sur l'exemple des Gilets jaunes, c'est pourquoi les médias ont rien vu venir? Parce que c'est parti de groupes Facebook et de gens qui ont tout à fait compris que, ouais, sur Facebook, ils pouvaient toucher des gens, ils pouvaient être viraux. Et il y a des vidéos, mais chelous, qui se sont retrouvées virales, quoi. Vraiment, le truc filmé à la zob, à la webcam, machin. Oh, ça suffit, on en a marre, machin. Et le truc devient viral. Tu comprends pas pourquoi? Sur le moment, tu dis pourquoi cette vidéo-là plutôt que les 40 autres, mais je sais pas, ça marche, ça prend parce que ça parle à un public que de toute façon les grands médias n'auraient pas touché parce qu'ils ne le comprennent pas. Voilà, ils cherchent même pas, ils cherchent à les dresser. Les grands médias cherchent à dresser ces gens-là, pas à les comprendre. Donc quand ils voient des gens qui leur ressemblent dans des groupes Facebook ou des machins, ça leur parle plus. Ils disent ah enfin c'est comme moi, lui il pense comme moi. Enfin, et c'est à cause de mécaniques comme ça que voilà, on se retrouve aussi avec les anti-masques, avec les pro-Raoult et les machins. C'est tant qu'il y aura cette défiance entre des médias et des journalistes et du personnel politique complètement coupé de la vie des gens normaux, des vrais gens, voilà, de tes parents, de mes parents, de mon oncle, etc.
il y aura ce genre de défiance réciproque en plus. C'est ça qui est le pire. C'est que elle est réciproque. Et autant moi j'ai envie de comprendre complètement les prolos qui sont méfiants des bourgeois qui leur donnent des leçons avec des cravates et des vestes. Là, je suis complètement en empathie. Autant je comprends aussi que ceux avec des cravates et des vestes soient méfiants des prolos, parce qu'ils ont peur pour leur cul. Sauf que par contre, j'ai envie de leur dire, s'il y a une défiance mutuelle, c'est vous les responsables. C'est vous qui étiez aux manettes, c'est vous qui étiez aux commandes à la fois de l'information et du pouvoir politique et de machin. C'est vous qui aviez les manettes. Donc cette défiance, elle n'est pas née de n'importe où et allez pas accuser les pauvres de ne pas avoir bien compris et d'être complotiste, d'être machin. Bien sûr, il y a des complotistes, le complotisme ça existe, mais il faut un terreau pour ça. Et le terreau, c'est les autres qui l'ont semé en face. Ah, moi, c'est simple, hein, c'est toujours de la faute des bourgeois. Il y a toujours une conclusion où à la fin, c'est de la faute des bourgeois. Mais non, mais en même temps, qui est aux manettes? Qui est aux manettes? Je l'ai pas inventé, ça, tu vois. Ils sortent tous des grandes écoles, machin, voilà. Todd qui parle d'aristocratie stato-financière, c'est parfait. C'est parfait. Des mecs qui vont entre le privé et le public tant qu'ils sont au summum. On prend des risques, on se fout des lois, on nique tout. Tu vois, au maximum jusqu'au bout. Tu vois, c'est vous qui parlez de rap d'habitude. Mais les mecs, ils sont au summum, ils passent de la direction d'un grand groupe à un grand ministère, et ils vont retourner dans un grand groupe derrière. Ils gèrent le capitalisme comme si c'était chez leur daronne, le capitalisme français, avec son État français qui intervient dans le capitalisme, qui est à la fois régulateur, mais qui est aussi un acteur, et ils gèrent les deux. D'un coup, ils vont chez ceux qui font le pognon, d'un coup, ensuite, ils vont chez ceux qui font des lois, et ils repassent comme ça pour que ceux qui font du pognon fassent plus de pognon, et etc., etc. Et en face, t'as les gens qui, en plus, eux, sont exploités par ceux qui font le pognon. Ils sont là en mode, ça tourne de travers, je fais pas confiance à ces gens-là. Bah, ils ont raison. Mais c'est là où on manque de cadre, nous. On manque de cadre, on manque d'organes, on manque de... Voilà, là, je vais faire mon... voilà, les anarchistes diraient on manque d'auto-organisation, mais moi, l'auto-organisation, je sais pas ce que c'est. À un moment, faut une unité de mesure, faut prendre un groupe et dire bon bah très bien, ce groupe-là il se gère, mais sauf que si on est plein de petits groupes, voilà, c'est difficile. Si on est atomisé, mais ils nous veulent atomiser en haut parce que eux, ils sont bien concentrés, hein, ils sont bien concentrés. Alors il y a une petite concurrence entre eux, entre les grands groupes. Là, on voit en ce moment, il y a Bolloré qui est en train de lancer une OPA sur la Gardère. Il y a une concurrence entre les bourgeois, on est d'accord. Mais devant leur intérêt bien compris, ils savent serrer les coudes. Et ils comprennent ce qui se passe. C'est toujours le problème, quoi. C'est les bourgeois, c'est la classe la plus mobilisée, la plus consciente d'elle-même, la plus organisée, qui a le plus de structures. Des structures pour les Pinsons Charlot le montrent, ça peut être des clubs où ils se rencontrent pour jouer au tennis, mais en vrai, ils vont pas faire que jouer au tennis, ils vont prendre des contacts, ils vont continuer à tisser leur toile, à faire leur réseau, ils sont super concentrés, super mobilisés. Et nous, on est quoi? On est éclatés. On est éclatés de partout, en plus on se tire dans les pattes, t'as les fachos pour foutre de l'huile sur le feu tout le temps, en permanence, pour qu'on soit toujours plus éclatés, et que là-haut ils puissent s'éclater aussi, du coup, à nous en mettre plein la gueule. Donc voilà, il nous faut, voilà, on n'a plus le Parti communiste. Moi, ça reste on n'a plus d'organes de masse, on n'a plus, alors il nous reste des trucs, hein, il nous reste la CGT, il nous reste voilà, des grands syndicats. Non, mais tu dis, la CGT, elle a plus d'adhérents que le Rassemblement National, hein. Beaucoup plus. Tant mieux, pourvu que ça dure. Mais il faut que ça reste des trucs comme ça. Et il nous faut des médias, il nous faut voilà, si tu veux, on peut reboucler sur les médias. Il nous faut des organisations, il nous faut des syndicats, et il nous faut des partis. Je suis désolé, mais il nous faut des partis. Parce qu'on va pas les laisser, parce qu'eux, ils en ont. Eux, ils en ont, et du coup, ils sont prêts à chaque alternance, ils sont là, ils prennent l'alternance. Non, il nous faut aussi des partis. Il faudrait des partis et des médias, ouais. Est-ce que aussi il n'y a pas un problème dans les modèles économiques des médias? On a beaucoup parlé à des médias détenus par des milliardaires, des industriels. Est-ce qu'une solution viendrait aussi des médias dits participatifs avec les financements participatifs? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est une des, bien sûr, bah heureusement, tant mieux, c'est une des formes de, on n'a pas le choix de toute façon, on n'a pas le choix. Mais nous on a, voilà, comment il disait Mélenchon, ils ont l'argent, on a les gens.
Bon, bah, si on leur demande un peu d'argent aux gens, bah, on peut faire des trucs énormes. On peut faire des trucs énormes comme tout ce qui a été fait voilà, en financement participatif. Ça peut aller du moindre youtubeur à des gros trucs comme Mediapart. C'est pas du financement participatif, c'est de l'abonnement. Mais voilà, c'est le modèle payant. On est obligé de financer nos propres trucs. C'est pas les bourgeois qui vont nous financer nos trucs. Hein. On va pas attendre que, comme le père Le Pen, on nous lègue un château. Voilà, non, on peut pas attendre ça. Donc du coup, bah, on est là à faire la quête comme à l'église. Mais bon, on arrive déjà à faire des trucs avec ça. Et puis là, pour le coup, là, il y a quand même une dynamique en notre faveur, c'est qu'avant, ça n'existait pas le crowdfunding. Avant, on faisait comme quand Macron veut financer sa campagne, il fallait faire des tables rondes de financeurs. Comme lui, voilà, il est allé se pavaner à Londres, choper des financements auprès des expats. On dit expat, on dit pas immigrés pour les blancs. Auprès des expats de Londres. Il s'est fait énormément de pognon. Il avait plus de pognon que la campagne de Benoît Hamon, évidemment que la campagne de Mélenchon et tout. Donc on ne doute pas que quand tu es du côté de la bourgeoisie, c'est super facile d'avoir plein d'argent. Mais oui, c'est plus simple. Putain, pourquoi je suis pas de droite? Je me baignerais dans des piscines de billets là à l'heure actuelle. Si je mettais l'énergie que je mets à défendre les réactionnaires, à défendre les bourgeois, à défendre voilà, l'ordre social tel qu'il est, je me mettrais trop bien. Je serais invité à des meilleurs endroits qu'ici. Bah oui. Mais qu'est-ce que t'attends? Ouais. Regardez, voilà. Y a rien, même pas un catering, du champagne, rien. Pas de coke, rien. Se fait chier ici. Ils sont là, ouais, si tu veux, on fume un spliff après. Ouais, bah... Eh ben, bravo la gauche. On est fâché à Radisson. Est-ce que tu penses qu'il faudrait une convention citoyenne sur les médias comme Je sais pas, faut des médias, faut des nouveaux... Faut pas que Macron ait 3 jokers à la fin, quoi. Hein? Faut pas que Macron ait 3 jokers à la fin. Oui, non, mais oui. Non, mais après, moi j'aimerais bien que les gens... Ouais, oui, non, mais si, je dis je sais pas. Tu sais pourquoi je dis je sais pas, je vais être honnête. Hein. C'est parce que je réagis comme un mec qui a un pied dedans et qui se dit, est-ce que j'ai envie que les gens viennent mettre le nez dans les médias et viennent nous imposer des régulations. En fait, là, je réfléchis comme un acteur qui a pas envie qu'on lui donne de limites et qui fait pas confiance à ce qui pourrait sortir d'une convention citoyenne sur les médias. Et rien qu'en le disant, je vois que c'est bête ce que je dis. En me disant peut-être qu'en fait, ouais, il en faut une. Tu vois, j'essaie de retomber sur une posture modeste. Peut-être qu'il en faut une. Peut-être que, ouais. Et en fait, j'ai même envie de dire, j'essaie de m'imaginer une convention qui se passe bien, où on referait des lois contre la concentration des médias entre les mains de quelques-uns. En fait, en y réfléchissant, j'avais jamais pensé, mais en y réfléchissant, je fais relativement confiance aux gens pour qu'ils voient d'eux-mêmes que c'est ça le problème. Enfin, que c'est un des problèmes. Ouais. Fonder le CSA. Les gens pourraient par exemple changer les règles de désignation du CSA. Ils pourraient se dire, est-ce que c'est normal que le pouvoir politique nomme des gens au CSA? C'est vrai. Donc là, tu vois, tu m'as retourné. Pour en revenir sur ce qu'on disait sur les financements participatifs, on a dit que c'était un levier qui pourrait paraître très intéressant, mais est-ce que c'est pas aussi un frein dans le sens où on sait que c'est toujours les mêmes qui ont un certain capital culturel qui financent des médias comme Mediapart ou d'autres, et est-ce que du coup ça reste pas un entre-soi Alors faut faire quoi? Je sais pas, comment on pourrait démocratiser le financement participatif des médias? Pour pas que ça reste dans un... Après, il y a le projet, si ça vous intéresse vraiment ce truc-là, il y avait le projet de Pierre Rimbert d'une taxe qui viendrait alimenter un fonds média, machin, tout ça. Lui, le détaille très bien. Si ça vous intéresse, allez voir ça. C'est vraiment du coup un peu inspiré de Friot, de l'idée voilà, d'une cotisation qu'on paierait tous, je sais pas quoi. Comme une redevance qui irait... Voilà, comme une redevance, mais qui assurerait en plus un statut du journaliste et un salaire du journaliste aussi, et qui en plus assurerait aussi de l'investissement. Donc je crois qu'il y a cette double idée comme chez Friot, quoi. L'idée de cette caisse, c'est salaire et investissement. Donc l'investissement, ça veut dire que voilà, ces capitaux pourraient être selon appel à projet investis en subvention.
pas en prêt, pour subventionner la création de médias, le tout soumis à des comités citoyens élus qui diraient oui, ça c'est un projet médiatique intéressant, machin, tout ça. Donc voilà, il y a d'autres projets. Je crois que c'est le projet de Pierre Rimbert. Il avait été auditionné, je me souviens, il y a une audition qui existe de ça au moment de la campagne présidentielle de 2017. Il avait été auditionné par Mélenchon, mais il l'a aussi présenté, il l'a présenté en vidéo, mais il l'a aussi présenté en conférence plusieurs fois, et puis il a dû le présenter dans le Monde Diplo aussi. Pierre Rimbert, il écrit souvent dans le Monde Diplo. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a ces pistes-là, pour le coup, j'ai plus le projet en tête en entier, donc allez plutôt voir Pierre Rimbert. Est-ce que tu penses que la publicité, c'est un bon moyen de financement des médias? Tu te doutes bien que je ne vais pas te dire oui, je rêve de pouvoir diffuser plus de publicité avant mes vidéos. Non, voilà, question idiote. Bah non, oui, bien sûr que ça gangrène les médias. Bah tu vois, ne serait-ce que le YouTube. Ça, les gens maintenant le savent. Quand tu fais une vidéo YouTube sur Allez, tu vas choisir un sujet, l'avortement. Tu vas choisir un sujet Hitler. Tu vas choisir un sujet, je sais pas, l'anarchie c'est génial, ou le communisme c'est formidable. Bon, quel annonceur a envie d'être devant ce genre de vidéo et donc de porter quelque part la responsabilité de ce programme, ou la responsabilité en tout cas de sa présence devant ce programme? C'est difficile. Du coup, YouTube dit, bah moi ces vidéos-là, elles m'intéressent moins parce que je peux moins les monétiser, je peux moins mettre des pubs devant. Donc YouTube nous fout dans les tréfonds de l'algorithme et ne nous ressort pas. Voilà, on n'est jamais, ouvrez les guillemets, fait quand même. Parfois j'ai des bons démarrages, des chiffres qui font que je pourrais être en tendance. Bon, bah, j'y suis rarement. Pour ne pas dire. Si la première année, je perçais en tendance, de temps en temps, tu vois, une fois par mois, un truc comme ça. Je fais pas des chiffres énormes, hein, mais voilà, les tendances, c'est un algorithme entre les pouces bleus, le démarrage, le nombre de commentaires. Je sais pas trop comment c'est calculé d'ailleurs, si on savait. Bon, mais là j'y suis plus du tout et je sais que quand t'abordes des thématiques comme ça, t'es moins mis en avant par l'algo et tu vas pas trop te retrouver en tendance. Bon, donc tu vois, ça montre bien que la pub, même pour YouTube, ça nous nique notre écosystème, rien que ça. Est-ce qu'il faut s'affranchir de YouTube? Et si oui, comment? J'en sais rien, c'est pas mon. Ben, en fait, je suis pas un vrai YouTuber dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé les vidéos avant YouTube, et une fois que j'étais sur YouTube avec le 3615, j'avais un site au-dessus de moi qui gérait jusqu'à la mise en ligne de ma vidéo. Là, c'est encore le cas avec Mediapart. Je dis même pas abonne-toi, active la cloche, jamais. Je crois même que je l'ai jamais dit de ma vie en vidéo. Donc voilà, je suis pas un vrai YouTuber qui dépend de l'algorithme et tout, vu que Mediapart, que ma vidéo elle fasse 300 000 vues ou 100 000, je suis payé pareil moi. Donc je m'en fous. Est-ce que moi je fais donc du coup pour moi je fais pas de vidéo YouTube, je fais des vidéos pour un diffuseur. Si Mediapart n'a plus YouTube, il va continuer à proposer mes vidéos avec son player dont il est propriétaire, machin. Est-ce que tu connais l'alternative Peertube? Oui. Qu'est-ce que t'en... Bah je sais pas, j'y vais pas, moi je sais pas. Ça reste aussi dans un entre-soi. Non, mais j'aurais même pas de critique de ce genre-là, non, c'est juste que faut quand même être là où les gens sont. Et moi-même, tu vois, je suis un peu saoulé de Facebook. J'aime pas trop Facebook, j'ai l'impression d'être bombardé de pubs. J'aime pas ce qu'on me propose dans mon fil. En général, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc du coup, moi-même, j'ai délaissé ma vieille page Facebook que j'avais à l'époque de Usul Master machin. Et pourquoi je dis ça? Ah oui. Et aujourd'hui, on me dit, mec, faudrait peut-être que tu t'occupes de ta page Facebook parce que tu es en train de sous-estimer le fait qu'il y a des gens là. Et du coup, il y a des gens que tu touches pas en n'étant jamais sur Facebook, en tenant pas ta page correctement, en faisant pas le truc. Je fais, ah ouais, je sais pas. Moi, ça me fait chier. C'est du travail aussi. Chaque plateforme en plus, c'est du travail. Donc, si déjà j'accorde pas de travail pour Facebook où il y aurait des gens à toucher, t'imagines bien que Peertube. Mais bon, s'il y a des gens qui veulent faire un compte Peertube avec tous les trucs que j'ai fait, je vais pas vous emmerder pour des questions de droit d'auteur. Allez-y, publiez tout ce que vous voulez de moi sur Peertube, hein, que ça appartienne à jeuxvideo.com ou à Mediapart. Je vous courrai pas après pour monétiser ça pour moi ou je sais pas. Bah non, on monétise pas sur Peertube, je suis con.
Sur YouTube, tu sais, tu peux courir après les gens pour que ça monétise pour toi, si c'est un contenu à toi qui a été utilisé ou je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que du coup, tu penses qu'il faut utiliser les codes du système pour le craquer de l'intérieur un peu? C'est un peu, si on est sur YouTube, c'est justement parce que c'est là où sont les gens. Mais dans l'absolu, on aimerait s'en passer de YouTube. Pourtant, on est obligé d'utiliser cet outil-là. Donc on utilise les codes YouTube, tu vois, dans la dynamique, dans le montage, dans les sujets, dans les titres, pour faire passer nos idées, mais est-ce que c'est pas un frein à la lutte? C'est-à-dire que pour toi, ce qui est plus efficace, c'est les conférences de 3 heures, sans cut, avec un mec chiant? Eh ben, ça dépend le public. Je sais pas, mais moi de toute façon, je te dis, je calibre plutôt mes émissions en fonction de ce que moi j'aimerais bien voir. Ouvrez les guillemets correspond à ce que moi j'aimerais bien voir sur YouTube si je voulais une chronique hebdomadaire qui parle d'actualité avec un parti pris. Je regarderais un truc dans ce genre-là. J'essaie de faire ce truc-là du coup. Donc moi j'ai pas l'impression de m'approprier les codes de l'adversaire ou de je sais pas quoi. Je sais juste qu'il y a quand même des règles en matière d'économie de l'attention notamment, qui sont pas si différentes de celles de la télé d'ailleurs, parce que mine de rien la télé avait déjà pris en compte le fait que faut éviter les phrases trop longues, les tunnels, les machins, et qu'il faut faire un truc un peu plus cut où ça bouge tout le temps, où faut teaser avant la pub. Bon bah nous on tease en début de vidéo pour que les gens restent jusqu'à la fin. Est-ce que c'est vraiment YouTube qui a... Enfin voilà, moi je prends ces codes-là en compte, pas dans un esprit je vais le retourner contre l'adversaire, pas dans un esprit judo, juste dans un esprit bah, c'est les contraintes du format, du champ, du milieu, et puis c'est ce que moi j'aimerais bien voir si je regardais YouTube. Bah non, je regarde YouTube en plus. YouTube, c'est de la télévision pour toi? Ou c'est un peu différent? Bah non, c'est pas pareil. Non, il y a quand même cette dimension de la grosse différence, c'est quand même que normalement, techniquement, n'importe qui peut y aller. Bah oui, c'est quand même une grosse différence. Même si, in fine, là aujourd'hui, on se retrouve avec des programmes qui ressemblent de plus en plus à des séquences d'émissions d'Arthur, euh, c'est pas pour autant que YouTube c'est la télé. Parce que derrière, moi je peux publier une vidéo sur YouTube pour dire que ces vidéos-là c'est de la merde. Je le fais pas, mais si je veux, je peux le faire. Du coup, alors je pourrais pas à la télé publier moi qui dit l'émission d'Arthur là qu'on vient de voir juste avant, c'est vraiment de la merde. C'est pas la même dynamique, on voit bien. YouTube, c'est pas la télé. Tu suis quoi comme chaîne YouTube qui t'intéresse particulièrement? Plein de trucs. Oh putain, j'ai pas pensé à faire une liste de chaînes. Après, on va m'en vouloir parce que j'ai pas cité machin, j'ai pas cité truc. Donc je vais citer personne. Non, mais oui, non, ouais, je regarde plein de trucs. On avait aussi des questions par rapport à la représentativité dans les médias. Très peu de femmes, très peu de gens racisés, très peu de femmes racisées. Comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour... Je sais pas comment on en est arrivé là, c'est pourquoi on en est toujours là. Pourquoi on en est toujours là? Parce que c'est une société... regardez la télé des années 60, hein. Regardez d'où on vient de la télé, quoi. Puis on vient du monde politique, d'un monde d'hommes blancs, fait pour les hommes blancs, je sais pas quoi. C'est pas magiquement au premier MeToo que ça va changer, ni même à la première loi qui imposerait un minimum de parité dans les effectifs, ou au moins en temps d'antenne. Voilà, t'as beau, ça prend pas comme ça. Tu peux pas avoir une télévision, puis regarde notre Assemblée nationale. À la limite, tu vois, ce serait bizarre même si... ce serait bizarre, c'est souhaitable. Mais ce serait étonnant qu'il en soit autrement, en vrai. Ce serait étonnant que les vieux mecs blancs n'aient pas lâché... aient lâché l'affaire. Tu vois, tu te rends compte qu'il y a toujours El Kabbach et Duhamel. Ils sont toujours là. Ouais, non mais il y a toujours... Attendez. Il y a un nouveau Duhamel. Benjamin Duhamel. Alors, c'est le fils de Nathalie Saint-Cric et du frère de Alain Duhamel. Okay. Je vous jure que ça existe. Ils se reproduisent. Et monsieur est journaliste politique à BFM TV. Ils font des dynasties, les bourgeois. Faut bien comprendre ça, ils font des dynasties. Donc, non seulement ils vont pas lâcher la rampe en crevant, les Duhamel et compagnie, mais en plus, ils vont nous refourguer leur fils. Aussi longtemps qu'ils pourront. Et leur fils, alors éventuellement leur fille, ça je pense que ça ira plus vite. On aura on aura des femmes avant d'avoir des noirs et des arabes, parce que les femmes, ça peut éventuellement être leur fille.
tu vois. Mais et c'est déjà bien, si tu veux. Bon, admettons. On a Apolline de Malherbe aujourd'hui, voilà, bon, c'est formidable. Alors oui, il y a encore de la particule, mais bon. C'est vrai que Benjamin Duhamel, faut le voir, hein. Il faut le voir. Faut voir briller l'intelligence dans ses yeux de mec qui a fait Sciences Po. Je sais pas ce qu'il a fait derrière, mais il faut voir ça, quoi. C'est vraiment merveilleux. Pour en revenir aussi un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'anarchisme, on passe un peu d'un sujet à l'autre. Est-ce que tu penses qu'il faudrait adapter les théories de la commune aux institutions médiatiques? Est-ce qu'il faudrait réinvestir le local? Est-ce que le local est pas trop délaissé? Presse locale, elle est aux mains des grands groupes industriels, mais... Je suis pas un spécialiste en presse locale, hein. Là, je vois que... Est-ce que la lutte pourrait se passer sur ce terrain, quoi? La quoi? Bon, la lutte anticapitaliste, est-ce que le local serait une... J'en sais rien. Je vraiment, c'est des questions. Tu sais, si je sais pas, je sais pas, hein. Le local, je suis pas un grand spécialiste du local. D'ailleurs, je fais surtout des sujets nationaux. Je me sers des fois du local pour illustrer le national, mais alors, je connais pas la PQ. Je connais très peu de journalistes de la PQR lyonnaise, par exemple. Je sais pas, je les croise pas, on va pas au même endroit. Mais je les connais pas. Donc je peux pas trop parler. Je vois autour de moi des choses. Je vois la Marseillaise à Marseille là qui est en train de se faire emmerder. Tu vois, qui était le genre de journal de PQR que j'achèterais si on avait à Lyon un truc dans le genre. Bon, on n'a pas ça et puis en plus ils sont en train de se faire couler. Ils ont failli se faire racheter par qui? Vous vous rappelez? Vous avez vu ou pas? Putain, c'est qui voulait racheter la Marseillaise? Non mais c'était un bourgeois, hein. Arnaud Lagardère. Ouais, non mais ouais, regarde, là, on va demander à la communauté, Captain Fact. Xavier Niel. Xavier Niel, excellent. NJJ Press. Via sa holding NJJ Press, très bien. Là, on n'a pas de holding, nous, alors du coup, quand notre presse locale se pète la gueule, on peut même pas la racheter, quoi. Est-ce que l'autre problème aussi, tout à l'heure, t'en parlais un petit peu, tu disais que tu voyais maintenant un peu les contraintes journalistiques, les contraintes des pigistes qui font ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas de moyens et pas de temps. Est-ce que... Pas que les pigistes, hein, d'ailleurs. Pas que les pigistes, mais est-ce que tu serais en faveur de la réappropriation des médias par les journalistes eux-mêmes, quoi? Bah ça, bien sûr. Bah évidemment. Bah évidemment. Oui, mais pour ça, pour donner du pouvoir aux journalistes, il suffit pas de leur donner un pouvoir consultatif. Il y a quand même beaucoup de journaux où quand même ils ont quand même un certain poids, comité de rédaction, machin, tout ça, et où même des fois ils possèdent des parts du journal, ça arrive, hein. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire donner le pouvoir aux journalistes. C'est par exemple leur donner un peu de sécurité, quoi. T'as pas vraiment de pouvoir tant que t'as un CDD, par exemple. T'as pas vraiment de pouvoir tant que t'es précaire, mal payé, payé, voilà, tu vois. Mais est-ce que c'est justement pas une stratégie, cette précarisation? Bien les journalistes, déjà. Mais le fait de précariser les journalistes, c'est pas aussi les mettre dans une position d'inconfort qui leur... Bah si, bah comme partout. Pour s'assurer que la ligne éditoriale reste... Un mec qui sait bien restructurer une boîte, comment on appelle ça, les cost killers là, qui arrivent, qui prennent une boîte, qui la restructurent, ils commencent par virer les CDI et foutre des CDD à la place, quoi. Ils font partir tous les vieux en pré-retraite, les fragiles ils les font craquer et faire des dépressions nerveuses. Alors ça c'était les méthodes qu'on voyait dans le privé avant, hein, dans les années 80, machin, ça venait des manuels de management à l'américaine. C'est des trucs que même Tapi lui-même pouvait faire. Tu sais, il reprend une boîte, voilà, il la rend compétitive. Mais maintenant on voit ça dans le public aussi. L'affaire France Télécom c'est exactement ça, machin. Et tant que t'as pas Merde, pourquoi je parle de ça là? C'était quoi la question? C'était sur la précarisation des journalistes et le fait qu'ils deviennent dépendants, en fait, de... Oui, voilà. Oui, donc précariser, c'est la première leçon pour avoir des gens dociles. Voilà. Donc, à l'inverse, pourquoi on n'imaginerait pas, et je reviens du coup sur le truc de Pierre Imbert, sur le modèle, pourquoi pas, je sais pas, même de l'intermittence, même de l'intermittence du spectacle, quoi. De se dire, bah, s'il n'y a pas de travail, s'il a fait ses heures mais qu'il n'y a pas de travail, et ben il a son chômage d'assuré, du coup, pendant quelques temps, c'est compris dans le régime. Bon, il faut des journalistes libres. Il faut des journalistes libres de dire non, allez vous faire foutre, je travaillerai pas dans ces conditions-là. Il faut des journalistes libres de dire non, ce sujet-là, je suis désolé, vous le traitez de manière ordurière, j'ai pas envie de faire ce sujet-là comme vous m'avez demandé de le faire.
etc., etc. Ou même libre de, à l'inverse, se battre pour un sujet et dire non, ça c'est important. Et ça c'est vrai dans les grandes comme dans les petites rédactions. Et donc peut-être que ouais, le statut du journaliste, il faudrait qu'il soit accompagné de sécurité, d'un salaire qui voilà. Mais ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur les écoles de journalisme. C'est-à-dire que ceux qui s'en sortent le mieux sont souvent aussi les plus dociles, tout simplement. Et incapables de dire non à quoi que ce soit. Mais oui, mais là tu vois, tu t'en mets deux catégories dans le même panier. Et tu vas traiter de dociles aussi bien ceux qui sont fragiles et qui n'ont pas le choix, que les serviles qui prennent un plaisir fou parce qu'ils ont envie de lécher des bottes toute leur carrière pour avoir les meilleurs postes possibles au final. Et en fait, d'ailleurs, est-ce que au moment même de l'école de journalisme, tu sais déjà lequel des deux tu vas devenir? Non, tu le sais pas encore. Peut-être même t'arrives, tu crois que tu vas être Albert Londres et tout, l'école elle te dresse un peu et on te dit oh là ça va être plus compliqué que ça, tu vas commencer JRI tout seul avec ta caméra et tu nous rapportes des images de 2 minutes, t'enregistres la voix vite def chez toi et tu nous envoies ça pour que ce soit PAD, prêt à diffuser le soir, voilà. Et toi tu fais ça 1 an, 2 ans, et puis tu dis bon bah j'ai pas le choix, je fais ça parce que j'ai pas le choix, mais tu peux aussi finir par monter et à la première promo commencer à y prendre un peu de plaisir et tu sais pas si tu vas être le mec que le système a cassé ou le mec qui est servile et qui va finir par servir le système quoi. Et on le sait pas a priori, mais c'est pour ça qu'il faut quand même d'autres écoles et que en fait une fois que tu as parlé de l'école, tu as parlé pas de tout parce qu'en fait il faut aussi parler du marché du travail et il faut aussi parler des entreprises de presse quoi. Et de cet écosystème-là et de et de cette économie-là. Ouais. Est-ce que tu as confiance en l'avenir du paysage audiovisuel français et des médias français et comment tu vois se dessiner l'avenir? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu n'es pas confiant? Même pour toi, vis-à-vis de ta situation professionnelle avec Mediapart? J'en sais rien. Moi, de toute façon, j'ai un fond optimiste, donc j'essaie d'être optimiste. Je vois des trucs. Il y a toujours de la nouveauté. Regarde, en ce moment, il y a une explosion du Twitch politique. Voilà, moi, je me suis un peu lancé là-dedans aussi, le Twitch politique, ça permet de faire plein de trucs. Cotentin aussi, qui fait une matinale, qui va reprendre à mon avis à la rentrée. Là. Jean-Luc est arrivé, hein, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, il est venu faire du Twitch, Hugo Bernalicis, etc. Donc, bon, il y a toujours de nouveaux trucs à défricher, je sais pas quoi, mais là où je suis sceptique, c'est qu'est-ce qui va rester comme espace intéressant dans les médias mainstream. Je ne doute pas de l'inventivité des gens qui vont créer des trucs, hein. Même si pour nous à gauche c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas de pognon. Regardez TV Liberté. Vous connaissez TV Liberté? C'est le truc de droite, c'est la chaîne de droite. Eh ben putain, ils ont des plateaux propres, ils ont du pognon. Pourquoi? Parce que bah évidemment, c'est pour défendre la bourgeoisie. Tu fais la quête, c'est pour défendre la bourgeoisie, s'il vous plaît. Bah t'as des bourgeois qui ont dû claquer des allez, je vous donne hop, c'est déductible d'impôts. Et ils y vont et du coup les mecs, ils ont des plateaux super propres, des caméras, des machins, des voilà, bon, et nous on est là où le média chaque mois ils nous font c'est difficile, on dirait No Life, tu vois. Oui. C'est difficile, on va peut-être fermer. Et tu vois, les médias, No Life, même combat. Et le média, pas les médias. Et tu vois, on est là, bon, c'est la galère. Mais il faut qu'on... Et puis en plus, plus ça va, plus il y a des choses quand même intéressantes, mais plus ça commence à faire un panier de dépenses pour les gens qui ont envie de se tenir informés. Qui commence à être important. Je parlais en début d'entretien de moi je suis abonné au Monde, je suis abonné à Arrêt sur Image, machin. Tu rajoutes hors série, tu rajoutes Mediapart, éventuellement le Monde Diplo. Tiens, j'ai l'abonnement numérique du Monde Diplo pour pouvoir les fouiller dans les archives, etc. T'as 50 balles de facture à la fin du mois. Bon, tout le monde peut pas suivre. Oui. Et heureusement, il faut aussi que ces médias fournissent du contenu gratuit, hein. Je pense que ça, c'est quand même un truc important. C'est bien que le média, d'ailleurs, soit gratuit. C'est bien. Je pense que c'est bien qu'il y ait une offre payante, mais soutenue par une offre gratuite aussi. Genre Mediapart, il y a tout le travail vidéo, tous les lives, machin, tout ça, c'est gratuit. Il y a des articles offerts régulièrement sur Image, des émissions offertes, etc. Il faut garder ce truc-là. J'en ai cité, il y en a plein que j'ai oublié de citer dans les journaux intéressants, indépendants, machin, financés par les gens. Les Bastamag, les Jours, les plein de trucs. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Voilà, allez fouiller, il y a plein de trucs. Le problème, c'est qu'il y a plein de trucs. Et que un peu de soutien
putain, quand tu penses que Valeurs Actuelles, alors peut-être plus Valeurs Actuelles, ils ont été exclus du truc, mais enfin qu'un certain nombre de Le Point, l'Express et plein d'autres saloperies ont des financements publics d'aide à la presse papier, et que tout ça pour donner une tribune à BHL ou à je sais pas qui, pour écrire des conneries sur Michel Onfray et faire des unes sur le professeur Raoult, tu vois. Et nous, on est là, on galère à demander aux gens, machin, putain. T'es en faveur d'une intervention de l'État à l'aide aux médias alternatifs? Parce que bah tu vois, on revient à cette histoire de caisse. Oui. Je préfère l'idée d'une caisse professionnelle, interprofessionnelle, je sais pas, une caisse indépendante de l'État, où c'est pas l'État qui décide où vont les trucs, quoi. Où c'est une caisse, donc t'imagines un tiers de lecteurs, donc comme citoyens, et voilà, un tiers de professionnels, un tiers d'élus spécifiquement pour cette commission, donc de politique en fait. Voilà, tu fais un tiers, t'as une petite assemblée, une petite commission qui pourrait, elle, décider des règles en vigueur, attribuer les subventions directes, gérer la collecte des cotisations, l'attribution des salaires, faire la commission qui va évaluer la progression sur l'échelle des salaires, etc. Et ce qui permet aussi de court-circuiter l'idée de c'est l'État qui peut, voilà, d'un trait de plume, décider, machin. C'est une commission, et on la renouvelle, et elle est une partie tirée au sort. On pourrait imaginer que les citoyens, les lecteurs, tu vois, un tiers tiré au sort, un tiers élu, un tiers de professionnels. C'est au doigt mouillé, hein, mais il faut trouver un truc qui nous va, où il y a un équilibre politique, ou même des jeux politiques, pourquoi pas, où ces travaux sont médiatisés, qu'il y ait des débats, que cette commission ne fasse pas son petit truc dans son petit coin, tu vois, comme le CSA, mais tiens, ces séances soient publiques et filmées, qu'il y ait des débats sur les mesures qu'elle veut prendre, machin. La publicité des débats, elle est du côté de la démocratie. Donc voilà, il faut ça. Il faut ça. Enfin, c'est une piste en tout cas. Ça peut être une piste pour un autre financement de la presse, d'autres subventions de la presse. Ça sera ta bouteille à la mer. Pour les jeunes générations. C'est pas très éloigné de ce que propose Pierre Rimbert, que j'ai dû faire un mix entre ce qu'il a proposé, des trucs à la Frio, des trucs qui me viennent, mais je crois que c'est à peu près ça. Mais c'est mieux ça fait moins peur que l'État, et ça fait moins peur que l'absence totale de régulation et de financement collectif, parce que l'absence totale de régulation et de financement collectif, bah ça fait les GAFAM d'un côté, et les grands bourgeois avec leurs grands médias de l'autre. Et c'est eux qui ont la main. Et le secteur public, qui lui, on le sait, est à la main des politiques. Pas complètement, hein, c'est subtil, parce que, en fait, voilà, on nomme un tel à la direction, on nomme un tel au CSA, on nomme un tel qui va nommer un tel, et puis on sait très bien que voilà, et puis là on se retrouve avec Laurence Bloch, Delphine Ernotte, qui sont de bons rouages dans la machine LREM, parce qu'ils vont faire bien ce qu'on leur dit, d'économie sur le service public, machin, tout ça. Donc non, commission paritaire. Voilà, quand je disais professionnel, d'ailleurs, ça veut dire du coup les syndicats professionnels, hein, les syndicats de journalistes, etc. Voilà, bon, ça peut être une piste. Voilà, je pense pas que ni le crowdfunding c'est pas magique, ça suffit pas en tout cas. Faut limiter, faut faire des lois antitrust, anti-concentration des médias contre les bourgeois. Faut les mettre au pas. Et faut une subvention, un financement collectif de la presse. Qui permettrait que ce soit pris en charge collectivement et non pas individuellement par nos petits abonnements, machin, voilà. Merci beaucoup Jules. Est-ce que tu as des choses à rajouter, à préciser, sur lesquelles tu veux revenir? On a fait le tour. Bah non, je pense qu'on a réglé tous les problèmes. Allez. Je pense qu'avec ça, et salaire à vie aussi pour les journalistes. On te retrouve du coup sur... Demain, on fait l'agriculture. Ça me va. On se retrouve sur Ouvrez les guillemets à la rentrée, avec plein de nouveaux sujets, et puis une actualité politique. Et puis la chaîne Twitch aussi. Twitch également, ouais. Merci beaucoup. Au revoir.